Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Ces 3 dernières années, impossible de parler de l'épidémie de Covid-19 sans évoquer la question économique. Face au virus, il a fallu assurer la sécurité de la population, mais la prévention et le contrôle de l'épidémie ont entraîné la suspension de certaines activités sociales et économiques avec un impact important sur l'économie. Confronté à ce dilemme, le gouvernement a dû se livrer à un jeu de balancier permanent à la recherche du meilleur point d'équilibre entre différentes politiques. Maintenant que la dangerosité du virus s'affaiblit, le gouvernement chinois a décidé d'ajuster sa politique de prévention des épidémies et a promulgué les 10 nouvelles règles, marquant ainsi un nouveau tournant dans la lutte contre l'épidémie. Quelles sont les principales étapes pour l'économie chinoise depuis le début de la lutte anti-épidémique? Dans le contexte d'une économie mondiale fortement impactée par la crise du Covid, quel est l'avenir de l'économie chinoise? Quelles seraient les opportunités et les défis engendrés par la nouvelle politique chinoise? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec nos deux invités, Monsieur Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, et Monsieur Bernard De Witt, président de la Chambre de commerce pelco-chinoise. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Et l'épidémie du Covid-19 a eu un impact énorme sur l'économie mondiale. Pour commencer, Monsieur Tim, pouvez-vous nous faire une brève analyse de la croissance économique chinoise durant ces 3 dernières années? En fait, il faut dire que la Chine a réussi tout de même à contrôler un peu le cas de la propagation du virus de Covid-19. C'est pour ça que sur l'échelle internationale, en 2020, par exemple, c'est l'année où l'épidémie a fait le plus de ravages dans le monde, eh bien, l'économie chinoise se portait relativement mieux comparée avec d'autres économies du monde. En 2021, toujours dans le même cas, c'est pour cela que la Chine est devenue, ou l'excédent commercial de Chine a battu son record historique, parce qu'on n'a jamais exporté autant de produits vers le marché mondial, parce que en fait d'autres économies étaient plus ou moins paralysées. Il y a une demande croissante de produits chinois dans tous les domaines. Donc, comme l'épidémie était plus ou moins sous contrôle. Donc, on a réussi à reprendre la production et à délivrer des produits au monde entier. Donc, ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est que pendant la lutte contre le Covid, on a été obligé par moment de complètement enfermer des villes tout entières ou des provinces tout entières, par exemple. Lorsque l'épidémie a éclaté à Wuhan et nous avons complètement lockdown, donc nous avons enfermé, nous avons confiné, la ville de Wuhan à une ville avec plus de 10 millions d'habitants, puis toute la province de Hubei, plusieurs dizaines de millions de personnes, tout a été confiné. Donc ceci, bien sûr, a causé beaucoup de difficultés à la population locale. On a essayé de soulager leur souffrance en leur apportant des denrées alimentaires, des légumes, etc., de partout de Chine. On a même envoyé du personnel médical pour assister la province de Hubei à lutter contre le Covid. Donc, c'est le côté négatif. En plus, Hubei a eu, comme Hubei est un point important euh, dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules. La province de Roubaix est spécialisée dans la production des pièces détachées intermédiaires des voitures de tout le monde. Donc, comme toute la province a été confinée, donc la production automobile en Allemagne, au Japon, en Corée, tout a été touché par cela. Ce qui fait qu'à partir de 2020, les autres pays, en particulier les États-Unis, parce que les États-Unis aussi ont des considérations géopolitiques, mais ils ont lancé cet appel de découplage de la Chine
parce qu'ils pensent que ces économies dépendent trop de l'économie chinoise. Alors, un confinement pourrait ruiner la chaîne de production d'approvisionnement d'autres pays. Voilà. Et d'après vous, quelles sont les politiques qui s'avèrent les plus efficaces pour assurer une croissance stable tout en luttant contre l'épidémie? C'est une espèce de balance. On a fait. Il faut pas oublier la capacité industrielle dans tout cela. En fait, la capacité industrielle s'est montrée dans la lutte contre Covid. Par exemple, la Chine a réussi à fournir, par exemple, suffisamment de masques, suffisamment de vêtements de protection, suffisamment de glaces de protection pour le personnel médical, pour tout le monde. Mais aussi, la Chine a fourni suffisamment d'aspirateurs, ventilateurs, des aspirateurs pour des malades gravement atteints par le Covid. Et donc, tout cela en une dizaine de jours. J'ai vu dans plusieurs villes de Chine, à Shandong, à Shenzhen, etc., ils ont réussi à faire monter une chaîne de production de ventilateurs, par exemple, en 15 jours. Une chaîne de production de masques en 3 jours. C'est vraiment la capacité industrielle qui est étonnante, cette capacité industrielle qui est étonnante, qui a fourni des matériaux nécessaires pour la lutte contre le Covid. D'ailleurs, par la suite, on a fait appliquer un test universel d'acide nucléique. Le testing nucléique est quelque chose de très important parce que comme le test est universel, généralisé et gratuit, fourni par l'État, donc ce qui a garanti l'isolement de virus, ce qui a coupé le lien de transmission de virus parmi la population chinoise. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans beaucoup de pays, ils n'ont pas ce moyen industriel de produire autant de matériaux pour arrêter, stopper la propagation du virus. Et Voilà. Monsieur De Witt, pour vous, quelles sont les spécificités de l'économie chinoise face à l'épidémie? Mais je dirais c'est la résilience, c'est sa population. Je veux dire, quand on voit, comme l'a très bien dit Monsieur Ding, quand on voit les capacités de réaction rapide, d'adaptation, ça c'est assez extraordinaire. Et je dirais que ici, ben, on l'a vu ces dernières années, 2020, 2021, 2022, l'économie chinoise, je dirais, est passée quand même à travers cela. Le monde a pu aussi tenir, ben, grâce à la Chine, vous l'avez dit, les masques, la logistique, beaucoup de production de produits indispensables s'est faite en Chine. Et donc, je dirais, ici, nous, en Occident, ben, on a pu, grâce justement à la production chinoise qui s'est maintenue dans un certain nombre de domaines clés, passer aussi plus facilement à travers cette grosse crise. Et selon vous, qu'est-ce qui a permis à l'économie chinoise de relever les défis? Mais je dirais ce qui a permis de relever les défis, c'est d'abord son appareil industriel qui est impressionnant, qui a permis, je dirais, de poursuivre. C'est dans le domaine logistique, je dirais, les sociétés chinoises comme Costco, les sociétés maritimes qui ont permis l'acheminement de la production chinoise à l'étranger. Alors, comme l'a dit Monsieur Ding, ça a pu provoquer certaines questions à l'étranger en se disant, mais est-ce qu'on n'est pas trop dépendant de la production chinoise? Est-ce qu'on ne devrait pas davantage produire localement? Et là, il y a des mesures qui ont été prises partiellement. Ceci étant, je dirais, vous n'éviterez pas la nécessité d'avoir encore recours à la production chinoise. C'est indispensable quand on voit pour maintenir un minimum de croissance mondiale, ça passe
par la Chine. Donc, nous devons, je dirais, poursuivre cette coopération avec la Chine qui, je pense, peut nous être bénéfique à tous. Et au début du mois de décembre, la Chine a réajusté ses politiques de contrôle et de prévention de l'épidémie de COVID-19. La lutte de la Chine contre l'épidémie est donc entrée dans une nouvelle phase. Monsieur Ting, comment envisagez-vous les effets de ces politiques d'ajustement sur l'économie? En fait, oui, la Chine est en train de s'ouvrir. Il y a une politique de libéralisation de la politique anti-épidémique. Donc, en fait, il y a une libéralisation. On a supprimé le test d'acide nucléique. On a donc ce qui fait que il y a le taux de contamination. Le taux de contamination a été beaucoup plus élevé. Maintenant, à Pékin, par exemple, à la capitale, le nombre de personnes atteintes par le virus a augmenté rapidement, mais comme c'était la logique de l'évolution du virus, donc comme le virus actuel par rapport au virus qu'on a découvert en 2020, eh bien, il s'est beaucoup affaibli. Il s'est beaucoup affaibli que même si les gens sont atteints par le virus, ils ont des réactions plus ou moins paisibles, qui ne sont pas très violentes. Certains ont de la fièvre, mais ça passe dans une journée, deuxième jour, et ça passe. Donc, c'est acceptable. Mais en plus, le taux de mortalité est incomparable par rapport au début de l'épidémie. Au début de l'épidémie, c'est le taux de mortalité qui fait peur. Donc, 5 000 personnes sur 1 milliard à 400 millions, c'est très peu. Franchement, le taux de mortalité est très peu important. C'est probablement l'un des pays les plus qui a connu le plus bas taux de mortalité de cette épidémie. Je pense que de ce point de vue, en 2023, il va y avoir un rebond de l'économie, comme l'épidémie va se calmer. Donc, je pense qu'en 2023, il sera complètement terminé. L'épidémie sera complètement terminée, la page est tournée, et il va y avoir une revanche, une revanche de la croissance. D'abord, il y aura une revanche de la consommation. Pendant 3 ans, le pouvoir d'achat de la population chinoise a été réprimé. Il y a une envie de consommation très grande dans la population chinoise. Donc, il va y avoir une revanche de consommation qui poussera la croissance économique vers le haut. Le gouvernement a pris des mesures tout dernièrement pendant la dernière conférence centrale du parti. En fait, on a pris des décisions de favoriser la croissance parce que du point de vue de la politique monétaire et fiscale, le gouvernement chinois a des marges de manœuvre beaucoup plus larges que les autres pays du monde, que ce soit les pays en développement ou que ce soit les pays développés. Aux États-Unis, en Europe, le taux d'inflation étant tel que leurs politiques monétaires sont très limitées. Ils n'ont plus beaucoup de moyens. Tandis qu'en Chine, la Banque populaire de Chine peut réduire, par exemple, la réserve liquidatoire pour libéraliser un peu plus de liquidité sur le marché. Donc, sur le plan fiscal aussi, sur le plan fiscal, le gouvernement chinois va probablement prendre des mesures de transfert fiscal en faveur des gouvernements locaux, en faveur des autorités locales, parce que, en fin de compte, ce sont des autorités locales qui ont été sur le premier front de la lutte contre le Covid. Alors, il faudrait leur transférer un peu de pouvoir fiscal pour les aider à mieux faire face aux conséquences de développement post-Covid. Les pays étrangers ont assoupli leur politique de prévention et de contrôle des épidémies plus tôt que la Chine. Monsieur De Witt, quelle est la situation actuelle en Belgique? Mais je dirais que la situation en Belgique est que le Covid est sous contrôle. En fait, la politique qui a été suivie en Belgique comme dans beaucoup de pays européens
au départ, a été, après un moment un petit peu de flottement, a été de mettre l'accent sur les vaccins. On a poussé la population à se faire vacciner. Et d'ailleurs, nous sommes maintenant déjà à une 4e dose de vaccin pour un grand nombre de personnes, pour créer une sorte d'immunité collective. Et maintenant, je dirais, nous avons une grande libéralisation, c'est-à-dire que c'est plus ou moins le retour à la normale et nous n'avons pas constaté un pic dans les hôpitaux comme on a pu le connaître au début de l'épidémie. Et donc, je pense que là, c'est sous contrôle. De ce point de vue-là, l'économie peut tourner plus facilement qu'elle ne l'a été. La population, on le sent, je dirais, se sent un peu délivrée. Maintenant, on est toujours à la merci d'un rebond d'une épidémie. Je dirais, rien n'est exclu. Mais pour le moment, aucune mesure de confinement n'est à nouveau envisagée. Je pense aussi que psychologiquement, nos populations auraient du mal à le supporter. Par contre, le challenge, si je puis dire, c'est de faire comprendre aux gens que le vaccin est important parce qu'il y a toujours une frange de la population qui sont un petit peu rétives au vaccin et les épidémiologistes, les spécialistes de la question insistent tous sur l'importance du vaccin dans nos pays pour justement permettre de mener une vie normale, pour permettre aussi à l'économie de fonctionner. Et jusqu'à présent, quels sont les impacts positifs de l'allègement des politiques sur l'économie? L'impact positif est que on a vu un regain de la consommation, ce qui correspond aussi à ce que vous vivez en Chine, et le professeur Ding l'a bien dit. Je pense que après ces périodes un petit peu noires, un peu on a eu aussi nos parties confinement. Les gens ont besoin de souffler, les gens ont besoin de bouger. On voit par exemple dans l'industrie du tourisme, elle reprend fort. Nous vous constatons que, par exemple, ici, dans notre secteur du tourisme en Belgique, les hôtels font de belles recettes. C'est important, ça montre aussi que la population veut avancer. On constate aussi qu'au niveau économique, les entreprises produisent à nouveau. Il y a parfois des problèmes, il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a, je dirais, la question chez nous de l'inflation, c'est vrai. Mais je reste pour ma part relativement optimiste. On a à faire face à pas mal de défis, mais ceci étant, nous avons quand même là aussi, ici en Europe, des atouts au niveau de nos industries. On constate aussi sur le plan logistique qu'il y a une amélioration. On constate que, par exemple, sur le plan du coût de l'énergie, du pétrole, les prix ont quelque peu diminué, ce qui est une bonne nouvelle pour nos industries. Nous avons quand même encore des problèmes, notamment de gaz dû au conflit en Ukraine. Mais je dirais, il y a quand même des améliorations. Pour terminer, je dirais aussi que dans nos rapports avec la Chine, je constate aussi sur le plan géopolitique une amélioration des relations avec la Chine. Nous avons vu le président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui s'est rendu en Chine, qui a été reçu au plus haut niveau par le président Xi. Nous avons vu le chancelier allemand, le président français. Il y a donc les grands pays européens renouent vraiment au plus haut niveau avec la Chine, ce qui me paraît aussi une bonne nouvelle. Et lors de conférences annuelles centrales sur le travail économique de la Chine, il a été annoncé que la Chine maintiendrait une politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente en 2023. Monsieur Ding, comment analysez-vous ces décisions? En fait, oui, en fait, le gouvernement central doit jouer un rôle plus actif dans la période post-Covid pour relancer l'économie, pour assurer un transfert fiscal
vers des provinces, etc., qui étaient sur le premier front de la lutte contre le Covid. En fait, dans beaucoup de pays du monde, même aux États-Unis, un État fédéral, c'est le gouvernement fédéral qui a financé le budget de la lutte contre le Covid. C'est le gouvernement fédéral qui a payé, par exemple, un chèque pour permettre à la population d'avoir accès à une consommation à peu près équilibrée. Parce que le Covid fait que beaucoup de travail ont été arrêtés, dont les gens n'ont pas de revenus. Et pour récompenser ce genre de manque, c'est le gouvernement fédéral qui a payé pour ce genre de choses, alors qu'en Chine, c'était les autorités locales, c'était les gouvernements de province qui étaient sur le premier front, qui ont payé, etc., etc. Donc, ça crée une situation de déséquilibre. Alors qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement central, comme le gouvernement central, fiscalement parlé, est en suffisamment bonne position pour lancer des emprunts sur le marché, pour financer des projets, même des projets post-Covid, car il y a aussi dans beaucoup de régions de Chine, depuis ces dernières années, nous avons fait un effort pour éradiquer la pauvreté absolue. Donc, pour faire sortir la population extrêmement pauvre de la pauvreté. Mais le Covid les a rendus très difficiles. Parce qu'ils peuvent sortir, ils peuvent avoir accès au marché, etc., etc. Maintenant, on doit faire beaucoup de choses pour soulager la souffrance de cette partie de la population, pour essayer de leur offrir un peu plus d'assistance sociale. Et ce budget sera, je pense, débloqué par l'État, par le gouvernement central. Car le gouvernement central, proportionnellement, le niveau d'endettement du gouvernement central est très, très bas, même en comparaison avec les pays en développement, avec les pays développés, c'est très bas. Si je ne m'abuse, le taux d'endettement du gouvernement central par rapport à son PIB, c'est seulement 28%. C'est même pas 30%, c'est 28%. C'est dérisoire. Donc, le gouvernement a des marges de manœuvre très larges pour lancer des emprunts, pour financer des manques à gagner à cause de la pandémie, etc., etc. Je pense que de ce point de vue, l'État, donc le gouvernement central, va faire en sorte que le transfert fiscal soit assuré pour soulager les difficultés des provinces, des gouvernements provinciaux. Et quels autres signaux politiques importants ont été émis lors de cette réunion? Plusieurs. En fait, on a parlé de 5 politiques, c'est-à-dire des politiques publiques qui seraient très actives pour soutenir la reprise de l'économie, pour soutenir le développement. Il y a d'abord la politique fiscale. Donc, j'ai mentionné la politique fiscale, il y a la politique monétaire. Sur le plan de la politique monétaire, on peut faire encore des choses. La Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine a baissé le quota de réserve obligatoire. Je pense que même sur le plan de taux d'intérêt, la Banque centrale a encore des marges de manœuvre pour baisser le taux d'intérêt, pour libéraliser un peu plus de liquidité sur le marché. En plus, comme le gouvernement chinois va soutenir le développement des activités, par exemple, on appelle ça tout simplement des activités vertes, c'est-à-dire des activités en relation avec l'environnement, avec la réduction de l'émission de gaz carbonique, etc. Toutes ces activités auraient un accès au marché financier plus favorable, dans des conditions plus favorables. Tout cela, c'est des politiques monétaires fiscale, monétaire, puis industrielle. Sur le plan de politique industrielle, on va faire en sorte que certains points faibles seraient accomplis. Donc, on va investir davantage, on va essayer de faire pousser l'investissement vers des secteurs clés pour assumer une chaîne d'approvisionnement complète. Car sur le plan de semi-conducteurs, par exemple, de puces, etc.,
la Chine est sous sanction des États-Unis, etc. La Chine va investir davantage dans ce domaine-là pour que qu'il n'y ait pas de faille dans la chaîne d'approvisionnement de la production industrielle. Il y a aussi la politique dite d'encouragement d'innovation technologique. Ça aussi, on va faire en sorte que des plateformes ou l'économie numérique jouerait un rôle plus important pour uniformiser le marché chinois, pour rendre le marché plus efficace, plus transparent et plus compétitif. Et ça, c'est un effort très important, car avec la promotion de ce qu'on appelle de l'économie numérique, eh bien, la production industrielle ou la chaîne de production industrielle ne sera pas comme avant. Ce sera relié par des plateformes, par des internets, par des sociétés numériques, etc. Ça, c'est aussi un changement fondamental après le Covid. Il y a aussi une politique sociale. La politique sociale, c'est en faveur de ces groupes sociaux faibles, relativement faibles, élever leur niveau de consommation. Il faut prendre des mesures sociales en faveur de ces couches sociales qui se sont affectées beaucoup plus gravement par la pandémie et par le Covid. Et on va les aider, on va les aider. On veut élever leur niveau de consommation pour que le pouvoir, pour faire en sorte que la consommation redevienne la force motrice de la croissance chinoise. Voilà, ce sont des politiques publiques qui ont été prises et envisagées dans l'année 2023 et après. Et Monsieur De Witt, selon vous, quelles sont les priorités pour l'économie chinoise en 2023? Mais je pense que souvent, il faut regarder les textes. Lisons le plan quinquennal, il est clair. Oui. Le plan quinquennal vous dit, nous allons réorienter aussi notre politique économique vers le développement du marché intérieur. Nous allons réorienter notre politique vers une production de plus grande qualité, vers la plus haute technologie. Je dirais, quand on voit les 40 dernières années, la Chine a commencé par, je dirais, les productions en matière textile, etc. On est beaucoup plus loin maintenant, on est dans beaucoup plus sophistiqué, dû justement à l'évolution de l'économie chinoise. Et je pense que pour nous, occidentaux, nous, Européens, c'est important de lire ces textes parce que ça nous permet de voir aussi dans quel domaine pouvons-nous coopérer, dans quel domaine pouvons-nous avancer ensemble. Il y a aussi un domaine, on le voit à la suite de la conférence sur le climat qui a eu lieu, je dirais, en Égypte. La plupart des pays maintenant doivent prendre des mesures importantes dans la lutte contre le changement climatique. Ça passe par la promotion de certains domaines d'industrie, comme tout ce qui est énergie verte, tout ce qui est biotech, etc. Et là, je pense que nous avons un jeu à jouer en coopération avec les entreprises chinoises. Nous avons en Europe une série d'entreprises qui sont déjà bien avancées dans le domaine. En Chine, vous avez aussi des entreprises qui ont fait là aussi de gros efforts. Et on peut peut-être trouver des solutions avec des partenariats qui permettent justement aussi d'avancer dans cette lutte contre le changement climatique. On l'a vu aussi dans le développement, par exemple, des véhicules électriques. Vous avez, je dirais, en Chine, quelques joyaux de producteurs de véhicules électriques en Chine. Nos producteurs européens essaient maintenant aussi de mettre sur le marché des véhicules très performants. Je pense que là, je dirais, il y aura à un moment donné peut-être plus de coopération entre constructeurs. Voilà, je pense qu'il faut essayer de voir les choses aussi, voir quelles sont les opportunités, quelles sont les possibilités d'entente pour une plus grande part de marché, pour une meilleure croissance et aussi pour permettre, je dirais, à notre terre de survivre avec des mesures qui peuvent être quelque peu draconiennes. Et je crois que le secteur privé
peut y contribuer, secteur privé, avec le soutien des pouvoirs publics. Et en Chine, vous avez, je dirais, le gouvernement central prend des mesures. Dans nos pays, les gouvernements centraux en sont conscients. L'Europe, maintenant, crée des fonds spécifiques, je dirais, d'investissement soutenus par les politiques publiques. Je pense que ça va dans le bon sens. Vous avez toutes deux parlé de la consommation tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'elle a été fortement affectée par l'épidémie. Alors maintenant, avec l'allègement des politiques de contrôle et de prévention de l'épidémie, Monsieur Ting, d'après vous, quelles sont les mesures nécessaires pour stimuler la demande intérieure et assurer la reprise de la consommation? Bon, en fait, tout d'abord, il faut assurer une transition paisible de la lutte contre le Covid vers une période assurée post-Covid. Parce que ce n'est pas sûr, comme M. De Witt avait signalé. Et on ne sait pas si le Covid pourrait encore éventuellement connaître un autre rebond en 2023. On ne sait pas trop. Donc, la situation évolue assez rapidement, mais nous sommes en train d'observer l'évolution de la situation. On prend toutes sortes de précautions. On prend des précautions, on encourage, par exemple, la reprise de la consommation, etc. Mais on prévoit aussi le pire. On ne sait pas si demain il y aura un rebond du Covid, il y aura un virus transformé un peu plus dangereux. Et on va à nouveau faire attention à la prévention et mettre des barrières pour isoler la population de la transmission du virus, etc. Tout dépend, tout dépend. Il faut dire qu'on est en train de préparer en chinois, on aime cette expression, on a préparé les deux plans, comme les deux mains, comme les deux mains. Comme les deux mains. Donc, on a une main pour l'encouragement de la consommation et le développement si l'épidémie s'est complètement stabilisée. Donc, c'est passé. Mais dans une autre main, on prépare pour un scénario de ce qu'on appelle du cas de désastre. S'il y a à jamais un virus très dangereux qui revient. Donc, il faut à nouveau avertir la population et mettre la population en quarantaine contre la propagation de ce virus. Voilà. Et Monsieur De Witt, quel regard portez-vous sur l'environnement des affaires actuellement en Chine? Est-ce que la confiance des entreprises étrangères envers le marché chinois a été affectée par l'épidémie? Mais je pense que l'épidémie a eu ce problème, c'est que les voyages n'ont plus été possibles. Et donc, heureusement, les contacts par vidéo, comme nous l'avons aujourd'hui, ont permis quand même, je dirais, aux entreprises déjà présentes en Chine de poursuivre leurs activités. Et on constate quand même qu'au niveau des chiffres, les investissements étrangers, ils sont restés importants. Simplement, lorsqu'on les examine de plus près, on constate que les grosses entreprises sont restées, ont même développé. Par contre, les petites et moyennes entreprises ont peut-être eu beaucoup plus de difficultés. Et ça peut se comprendre puisque les petites et moyennes entreprises sont assez souples. Pour elles, les voyages, c'est important, les échanges, c'est important, venant de Chine ou partant d'Europe vers la Chine. Et donc là, on a assisté peut-être à une diminution quelque peu je dirais, de la vie des affaires au niveau de ces entreprises-là. Et je crois que le challenge maintenant qui vient pour 2023-2024, ce sera justement avec la réouverture des frontières, avec la possibilité de voyager beaucoup plus facilement, de nouer des contacts pour développer de nouveaux projets. Lorsque l'on voit ici en Europe, par exemple, la grande majorité des entreprises, c'est des petites et moyennes entreprises. Et je pense que le marché chinois offre de belles opportunités, surtout pour les entreprises de taille moyenne, tant pour l'écoulement d'une production de certains produits européens que pour l'importation de certains produits chinois dans des domaines assez spécifiques. On doit tenir compte aussi du fait qu'en Europe, nous avons
certaines législations qui prévoient, je dirais que certains types d'investissements doivent être soumis maintenant à des autorisations préalables, mais il reste encore de nombreux domaines où le commerce se fait sans autorisation préalable. Et je crois que ce sera là, je dirais, l'enjeu. On l'a dit tout à l'heure, on voit maintenant venir déjà dès à présent un certain nombre de délégations chinoises qui commencent à venir en Europe. Je crois que ça, c'est un très bon signe. Maintenant, j'espère que 2023 verra un certain nombre de délégations européennes pouvoir, je dirais, se rendre en Chine pour nouer de nouveaux partenariats, pour développer de nouveaux projets, comme on l'a fait dans la période d'avant Covid. Et comment se porte actuellement le commerce entre la Chine et la Belgique ou plus largement avec l'Europe? Mais écoutez, le commerce, je dirais, se maintient. On a quand même vu, par exemple, dans les domaines portuaires, de la logistique, il y a eu de grosses croissances même. Par contre, je vous dis, au niveau des petites et moyennes entreprises, ça s'est un peu calmé. Ceci dit, par exemple, pour prendre l'exemple de notre chambre de commerce bilatérale Belgique-Chine, le nombre de membres est resté le même. C'est intéressant parce qu'on aurait pu croire qu'en 3 ans de temps, avec le Covid, les difficultés de transport sur place, un certain nombre d'entreprises renonceraient et ne seraient plus membres de notre chambre. Ce n'est pas le cas. Ça montre que, je dirais, l'intérêt pour la Chine reste, que beaucoup d'entrepreneurs continuent à croire dans le développement du marché en rapport avec la Chine. Donc ça me rend plutôt optimiste pour la suite. Et puis, comme l'avait dit M. Ding, les fondamentaux en Chine restent là. La Chine a encore d'énormes potentialités. C'est un marché qui, de notre point de vue européen, n'est pas un marché facile. Oui, il faut le connaître, il faut prendre du temps pour l'étudier. Ça, oui, on a, comme on dit tout simplement, on n'a rien pour rien. Il faut, je dirais, pouvoir se pencher un petit peu sur la question. Mais pour une entreprise qui aura étudié son dossier, qui aura préparé, je dirais, ses projets, il y a, je dirais, de belles possibilités. Je vous remercie, Monsieur Ding Yifan et Monsieur Bernard De Witt, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci, Merci. madame. Voilà, c'est la fin de cette émission rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.